C'est une jungle mystérieuse, où serpentent les rivières et se coulent les serpents. Celles et ceux qui s'y aventurent croisent d'insaisissables oiseaux, d'acrobatiques singes araignées et des grenouilles aussi vertes que la forêt, prêtes à sauter au cou du premier venu. Mais gare à l'espèce qui pense dominer la forêt, car la nature peut toujours reprendre sa place. Bienvenue au Guatemala. Dans cet épisode, le Jardin Extraordinaire vous emmène à la découverte de ce pays d'Amérique centrale qui a une côte dans la mer des Caraïbes et l'autre dans l'océan Pacifique. Entre les deux, eh bien, cette forêt qui est encore par endroits intacte, on l'appelle la forêt de nuages. On voit ici très très bien pourquoi. On va y descendre et vous en montrer quelques-unes des merveilles. C'est parti. Au milieu de ce gigantesque continent, allant de l'Alaska à la Terre de Feu, l'Amérique centrale a une position privilégiée. Un pont entre les extrémités dont fait partie le Guatemala. Une terre de connexion particulièrement riche en diversité d'espèces. Dans une forêt du nord du pays, le photographe Martin Steenhout commence une quête et poursuit un rêve. Trouver la piste des félins qui vivent dans la région. Le Guatemala, ça a des forêts vraiment impressionnantes, des forêts impénétrables, très très denses. Et du coup, voir un chat ou n'importe quel mammifère là-dedans, c'est un énorme défi. Ce jour-là, il a trouvé une empreinte. Il en prend une photo qu'il examinera de plus près, mais les habitants lui ont confié que le jaguar hante ces forêts. Dès qu'on trouve une trace, en fait, on arrive à voir si c'est une trace fraîche ou une trace plus ancienne, donc on sait plus ou moins quand l'animal est passé, et par rapport à la taille, on sait aussi voir de quel animal il s'agit. Pendant que Martin s'enfonce dans la forêt, à la recherche de son rêve, l'équipe du Jardin Extraordinaire arrive au Guatemala par la côte Est. Mais avant de débarquer, notre guide Suzy veut d'abord contempler le paysage. Notre aire protégée commence depuis la côte jusque tout là-haut, au sommet de Las Torres, qui est environ à 1200 mètres d'altitude. Dès les premiers arbres, la vie est partout. Sur leur perchoir, de gigantesques oiseaux semblent regarder au loin, sans perdre de vue le moindre de nos mouvements. Ces oiseaux, ce sont les fameuses frégates? Oui, il y a des mâles et des femelles. Et comment tu vois la différence entre les deux? Les mâles ont cette gorge rouge. C'est une sorte de sac qui gonfle en saison des amours et qui leur sert à attirer les femelles. C'est de cette manière qu'ils les conquièrent. Perchées au bord de la lagune, les frégates prennent la pause sur leur perchoir. Mais c'est quand elles arrivent ou repartent qu'elles laissent entrevoir leurs incroyables compétences en vol. Elles peuvent passer une semaine entière sans se poser. Une semaine complète, sans s'arrêter. Oui, elles vont seulement toucher l'eau pour prendre à manger, mais le reste du temps, elles restent en l'air. Suzy a compris que filmer ces grands oiseaux depuis un bateau bercé par les vagues est une vraie galère. Et elle veut aussi me les montrer sous leurs plus beaux jours. Je vais m'arranger pour qu'elles s'approchent un peu en leur donnant à manger. C'est la meilleure manière de les voir de plus près. Pour m'aider, elle a récupéré des poissons trop petits pour les pêcheurs. Généralement, ils les jettent aux oiseaux, même si d'autres espèces que les frégates se jettent dans la mêlée. Ah non, voilà les pélicans! Et finalement, au bout de quelques minutes de pagaille et de tentatives infructueuses, je finis par capter quelques-unes des pêches millimétrées des frégates. Pendant que les frégates repartent vers leur perchoir ou leur pêche au large, notre petite expédition s'apprête à débarquer sur la côte est du Guatemala.
Suzy nous emmène vers la réserve dont elle s'occupe. Sur la terre ferme, notre guide marche d'un bon pas sur les petits sentiers de Las Escobas. Le nom de l'endroit signifie les balais, car c'est ici que les habitants trouvaient des feuilles d'une plante avec lesquelles ils fabriquent des balais efficaces. La réserve fait à peine 904 hectares, recouverts de forêt. Mais l'important, c'est cette eau qui coule ici. C'est une toute petite rivière qui fait 8 km à peine, mais donne de l'eau à toute la région. Quand tu as une eau saine et un parc sain comme ici, l'environnement est sain pour la population. Une toute petite rivière donc, mais qui fait le bonheur des habitants et des animaux. Le long de ce cours d'eau, sur quelques hectares à peine, se concentrent des milliers d'espèces végétales et animales. La forêt semble observer le visiteur sous tous les angles. C'est super beau cet endroit. Et c'est ici que je travaille tous les jours. Ah, c'est excellent, quelle chance. Des deux côtés de la rivière, la nature continue de nous observer sous ses formes les plus diverses. Des animaux plus ou moins sympathiques à nos yeux, mais tous utiles au fabuleux équilibre de cette forêt tropicale. Parmi tous ces animaux, une espèce en particulier attire les regards et les préférences de Suzy. Un animal aussi vert que la forêt. Une créature extrêmement discrète. Mais Suzy a promis de me débusquer cette mini-princesse. Voilà, je crois qu'elle est là. Quoi? Ta grenouille de verre, celle que je t'avais promise. Ah, ma princesse. Exactement. Mais cette petite princesse de la forêt est en réalité un prince. C'est le mâle qui chante pour appeler la femelle. Et c'est comment son chant? Comme ça. Et à ce moment-là, c'est facile de l'entendre et donc de le trouver. Il y a plein de grenouilles ici, avec beaucoup de couleurs pour certaines. Celle-ci, c'est ma favorite. Pas pour ses couleurs, mais pour les indications qu'elle donne. Parce que sa présence signifie qu'on a une forêt de qualité et une eau saine. Quand tu rencontres certaines espèces, comme la grenouille de verre, ça te donne une idée précise de ce que tu fais pour la qualité de l'environnement. Décidément, cette sautillante grenouille semble transformer tout ce qu'elle touche. Et autour de cette petite princesse, il y a ici bien d'autres trésors. Suzy se dirige vers une petite cabane en bois, suspendue au bord de la rivière. Chez nous, on met des graines pour les oiseaux. Ici, le mélange est un peu différent et se place dans des mangeoires en forme de fleurs qui attirent d'abord quelques insectes. Et il y a quoi là dans ta mangeoire? Du sucre et de l'eau. De l'eau et du sucre, c'est tout. Oui, c'est tout. Et avec cette recette attirante, les visiteurs ailés ne tardent jamais à approcher. Oh, regarde! Il est de ce côté. Qu'est-ce que c'est beau! Quelle vitesse, quelle vitesse. Quelle velocità. C'est incroyable, non? Le spectacle est juste fascinant. Deux espèces se succèdent à la mangeoire, assurant un hallucinant balai aérien. Tu as vu comme ils viennent près? Oui, parfois ils peuvent venir jusque dans ta main si tu as pris de l'eau sucrée. Et alors tu peux profiter et voir leur beauté de tout près. Et donc ils n'ont pas peur des humains? Non, au contraire. Regarde, ils s'approchent encore. Je pense que ce sont vraiment les animaux volants les plus impressionnants que je connaisse.
Excellent. Et ça provoque comme un sentiment de joie de les voir, non? Oui, c'est inexplicable. Tu vois un colibri et tu te sens comme plus heureux. Il s'approche et tu peux voir ses couleurs, la forme de ses plumes, comment il vole. Je peux pas expliquer, mais ça donne une sensation de bonheur. Décidément, les recettes de Suzy semblent rendre heureux. Un décor de cascade, une petite grenouille de verre et de véritables trésors volants. Les chemins de la réserve de Las Escobas offrent assurément le sourire aux visiteurs de passage. De son côté, Martin, le photographe qui est sur la trace des félins, est passé à l'étape suivante. Après avoir repéré des empreintes, il installe des pièges caméras. Ces caméras déclencheront automatiquement au passage d'un animal. Encore faut-il les placer au bon endroit. Alors une fois qu'on a trouvé les traces, souvent sur ces endroits-là, on va installer des petites caméras automatiques, des cam traps comme on dit. Et du coup ça enregistre pendant des semaines, voire des mois, ce qui se passe sur cet endroit-là. Mais voilà, il faut savoir aussi qu'un jaguar par exemple, c'est un territoire de 100 km². Donc c'est énorme, donc voilà, le trouver c'est vraiment comme une aiguille dans une botte de foin. Pendant que Martin tente de remonter la piste des félins, notre expédition est à présent à Livingstone, un petit port de pêche de la côte caribéenne. Au loin, les bateaux rentrent de leur sortie nocturne, alors que le port révèle son charme tropical, sa douceur de vivre et ses pélicans, attirés par le retour des bateaux. Car ici, c'est la tradition, et nul ne peut s'y dérober. On partage les ressources entre espèces. Ce qui ne sert pas aux humains fait toujours plaisir à leurs voisins à plumes. Les pélicans ne perdent pas une arête du festin. C'est la mêlée en surface et sous la surface. Une fois le petit déjeuner des pélicans terminé, il est l'heure pour notre voyage de prendre la direction de la jungle guatémaltèque. Le plus simple pour commencer, c'est de remonter le cours d'eau. Dès qu'on quitte le port de Livingstone, les berges se font abruptes et un canyon emballe les méandres du Rio Dulce. Le fleuve doux porte bien son nom. Ici, ni remous ni rapide. L'eau serpente lentement, offrant aux aigrettes une scène parfaite pour quelques acrobaties aériennes. De fleuve en rivière et de rivière en lac, nous avons finalement rejoint Yacha, qui signifie « eau verte » en langue maya. Ce site était très important pour eux. À bord de notre embarcation, c'est Sébastien qui nous guide. Sur ce lac, les Mayas occupaient 3 îles, considérées comme sacrées. De leur passage, il reste quelques belles ruines et un véritable trésor. Ça a été planté par les Mayas, ça? Oui, même s'il est là naturellement. Dans les villes des Mayas, il y a une plus grande concentration de ces arbres qui produisent des noix et qui ont été plantés. C'était l'un des aliments principaux des Mayas, ils en faisaient de la farine. Et c'est parfait aussi pour les animaux. Tout le monde mange ces noix, les singes, les oiseaux. Cette graine est mangée par les cerfs, les pécaris. Et donc, c'est un maillon capital de la chaîne alimentaire. D'ailleurs, toutes les espèces animales qui mangent cette noix sont à leur tour mangées par le jaguar, donc c'est vraiment quelque chose de très important dans la forêt. La piste du jaguar commence donc par un fruit. Un fruit qui intéresse beaucoup de monde. C'est ce que veut nous montrer Sébastien en nous emmenant sur un site maya, déserté par les humains, et désormais habité par d'autres singes. Ils sont là. Non, là. Oh, ça va pas être facile.
Et en effet, il va falloir courir, car les singes araignées ne se laisseront pas facilement filmer. J'adore les voir passer d'un arbre à l'autre. Ils sont super agiles, bien plus agiles que les autres singes. Et beaucoup plus agiles que nous. Oh oui, beaucoup plus agiles. Ce sont des singes araignées, un terme assez vague qui désigne plusieurs espèces dont la démarche au sol fait penser à la course des araignées. Mais ceux-ci sont des attelles de Geoffroy. En comparaison, les humains sont bien maladroits. Il faut courir d'un côté, essayer de ne pas les perdre de vue, puis recommencer, et recommencer encore, jusqu'à ce que finalement... Ah, la maman con el bébé, non? Voilà la mère et son bébé. C'est maintenant qu'ils ont les bébés parce qu'il y a beaucoup de nourriture. C'est une famille de 5 membres. C'est la saison des noix. Ah, ils mangent exactement ce que tu m'as montré tout à l'heure. Exactement, les noix des Mayas. À certaines heures de la journée, la forêt de nuages porte particulièrement bien son nom. C'est ici, sur les berges du lac Yacha, que les parents de Sébastien ont installé un lodge il y a 30 ans. La première chose que je conseille, c'est de venir vivre la forêt. Pas seulement voir, mais vivre. Oui, parce qu'il y en a qui la sentent, d'autres qui l'écoutent ou qui la regardent. Et au bout de quelques jours, le visiteur est imprégné par la forêt. Ici, tous les sens sont en contact avec la nature et donc on se sent complètement dedans. Pas besoin d'aller bien loin. À quelques mètres du lodge, les oiseaux sont partout. Il suffit d'attendre au bon endroit, juste à côté d'une grappe de fruits bien mûrs. C'est une femelle de trogon. Elle vient près du lodge pour manger quelques fruits des palmiers qu'il y a ici. C'est l'avantage de notre localisation à l'intérieur même de la forêt. Il y a de la vie animale en permanence et partout autour. Donc quand on se lève, on prend un café et on est déjà occupé à regarder les oiseaux. Je n'imaginais pas que ces quelques fruits étaient aussi importants pour ces oiseaux. Alors qu'il y en a dans toute la forêt autour. Oui, ces fruits sont vraiment très importants pour la majorité des oiseaux. C'est même pour ça qu'on a planté différentes variétés d'arbres fruitiers autour du lodge. Pendant que nous parlons, un mâle de trogon débarque, avec sa couleur verte beaucoup plus éclatante que celle de la femelle. La particularité du trogon mâle, c'est ce plumage qui est véritablement iridescent. Avec un rayon de soleil, il scintille et change de couleur. Comme chez la plupart des oiseaux, c'est le mâle qui doit être plus attirant, avoir des couleurs, danser. Ouais, comme nous, quoi. Après le départ des trogons, une nouvelle espèce débarque à son tour. Ceux-ci vont surtout devoir faire un usage très précis de leur long bec pour cueillir les fruits et les manger. C'est quelle espèce, ça? C'est le toucanette aracari, une des 3 espèces de toucans que nous avons au Guatemala. C'est le deuxième plus grand et il est vraiment très beau. Il a ce long bec caractéristique de la famille des toucans. Ça ne paraît pas très rationnel, non, d'avoir un bec aussi long qui est disproportionné. Et pourtant, ce bec lui sert vraiment à manger ce genre de fruits, par exemple. Et un toucanette, ça vient rarement seul au banquet. Ils sont 2, puis 3, prêts à dévaliser un maximum de fruits. Et il y a encore d'autres oiseaux qui viennent manger ces fruits? Oui, il y en a plein. Il y a le motmot, les urracas qui viennent exactement au même endroit. Et puis ensuite, on a tous les colibris et tous les autres oiseaux qui viennent à la station.
Ah bah tiens, regarde là, il y a un martin pêcheur, non? Oui, c'est bien notre martin pêcheur. Dans la forêt, la vie est à tous les étages. À nos pieds, une colonne de fourmis champignonistes s'active. Elles sont lancées dans une incroyable cueillette. Elles découpent des bouts de feuilles qui pèsent plusieurs fois leur poids, puis les transportent jusqu'à leur nid. Le trajet ne fait que quelques mètres pour nous, mais pour elles, c'est une véritable expédition. Elles ramènent leur butin jusque dans leur fourmilière, non pas pour manger ces feuilles, mais pour cultiver un champignon dans les profondeurs de leurs repères souterrains. Pendant ce temps, Martin relève ses pièges caméras. Ils ont enregistré les mouvements de la forêt. Pour le moment, aucun des grands chats attendus par le photographe n'est passé. Mais différentes espèces font quand même le show devant les caméras. Soit des oiseaux, soit des petits mammifères comme les agoutis, les opossums, les coatis. C'est comme un raton laveur, avec une longue queue, mais c'est un animal typique de la jungle ici. Tout ça sont des proies des grands félins. Donc ça peut être très intéressant pour comprendre le comportement des félins, et justement ils vont peut-être passer à cet endroit-là parce qu'il y a beaucoup de proies. Au cœur de la forêt, le long des petits chemins, il semble y avoir une nouvelle surprise derrière chaque arbre. Alors là, tomber sur un vrai petit trésor de la forêt tropicale. Il y a un nid de colibri, tout délicat. Le grand jeu, c'est d'arriver à les déterminer, parce que dans ce livre des oiseaux locaux, il y a environ 10 pages différentes de colibris. Alors, a priori, il a un dos plutôt vert, une couronne un peu azurée, alors le point blanc derrière l'œil, la poitrine et la gorge blanche. Ouais, on dirait bien que c'est ça. Le Campyloptère à queue large, ouais, ça correspond. Il vit dans cette partie du Guatemala. Il couve ses œufs apparemment une quinzaine de jours. Donc là, il en a pour un petit temps. On va le laisser tranquille. Les nids des colibris sont faits en matériaux élastiques, lichen, mousse et toile d'araignée. Ainsi, quand les jeunes grandiront, ce nid élastique pourra progressivement s'adapter à la taille des oisillons. De nuit, les pièges caméras de Martin continuent d'enregistrer les mouvements de la forêt. Et après des centaines d'essais, finalement... La première fois qu'on a eu un chat sur la caméra, c'était un oslo, qui est un chat magnifique. Quand tu vois cette image sur la caméra trappe, tu es vraiment bluffé. C'est tellement beau et tu es tellement content d'avoir du résultat que ça donne envie de continuer. On a des images, on voit vraiment ses moustaches, il vient avec son museau contre la caméra, donc il renifle la caméra, ils sont intrigués par le truc. Pendant que Martin savoure cette première victoire, notre équipe est en route pour le rejoindre sur son terrain de jeu. Direction Las Guacamayas, une station scientifique à laquelle aucune route ne mène. À la barre Giovanni, il explore cette forêt depuis 25 ans. Arrivé en vue du ponton, Giovanni me prévient. Le comité d'accueil de la station est très particulier. Bienvenue mon ami. Merci. On arrive à la station de Las Guacamayas. On est attendu? Oui, il y a un ami un peu spécial que je dois te présenter. C'est un ami très particulier. C'est un ami, comment te dire, un crocodile. Un ami crocodile. Regarde, il est là. On l'appelle Bobby. Salut Bobby. Regarde Bobby, je t'ai amené un nouvel ami que tu vas apprendre à connaître. Regarde-le. C'est un crocodile de Moretti. Tu vois comme il est beau? Il fait quasiment 3 mètres de long. Quelle folie ce truc. Tu crois qu'il va manger ma caméra? Probablement pas, parce que ta caméra, elle n'a sans doute pas un très bon goût. Donc je peux essayer de la mettre? Oui, vas-y, essaye. J'en profite pour voir si Bobby accepte d'être filmé sous son meilleur profil, en glissant une petite caméra à côté de lui. Et jusque-là,
tout va bien. Regarde sa tête, ses narines, ses yeux. C'est une opportunité vraiment unique pour apprendre à connaître le crocodile de Morelletti d'aussi près. Regarde, il est à environ 1,50 m de nous. On est trop près d'ailleurs. Non, jusque-là ça va. Moi, il me fout la trouille en tout cas. Mais non. Parfois, Bobby préférerait sûrement autre chose qu'une caméra à se mettre sous la dent. Et pendant qu'il retourne à son affût, nous nous dirigeons vers la station de Las Guacamayas. Quelques paillotes dans la jungle qui accueillent scientifiques et visiteurs en quête de nature. Quelques mètres carrés occupés par les humains sur les territoires des autres espèces. Après le crocodile, c'est un renard gris qui semble nous attendre. Alors ce qui est marrant avec cette espèce, c'est que on la retrouve aussi bien dans les montagnes au Canada qu'ici au Guatemala par 30 degrés. Elle peut s'adapter vraiment à tout, et même à la proximité des hommes. Mais on voit qu'il reste sur ses gardes. Comme tous les renards, c'est un opportuniste. S'il survit dans cette forêt qui compte de nombreux grands prédateurs, c'est aussi parce qu'il a la capacité peu courante pour un canidé de monter aux arbres afin de se mettre à l'abri. Quand on vient à Las Guacamayas, il y a un arrêt indispensable. Véritablement au milieu de la jungle, au pied d'un arbre, Giovanni a rendez-vous avec les Guacamayas. Regarde. C'est le joyau à plumes de cette forêt. Les haras rouges. De grands perroquets colorés et bruyants qui aiment vivre en groupe. Il y a 4 guacamayas. Il y a 2 jeunes de l'année passée et les 2 autres, ce sont des adultes, les parents. Waouh, c'est incroyable quand même. Si ces haras sont exactement à cet endroit, c'est parce que c'est ici qu'ils se reproduisent et qu'ils naissent depuis des années. Et donc cet arbre est très spécial. C'est une essence d'acacia qui, en vieillissant, forme des cavités assez grandes pour abriter les guacamayas pendant la période de reproduction. Et petit à petit, ils parviennent à modifier le nid. Giovanni et les chercheurs de la station ont passé des années à protéger les haras. Et pas uniquement pour l'incroyable beauté de leur plumage. Les guacamayas, c'est une espèce qu'on appelle parapluie. Ah ouais, t'as vu? Ils repassent justement en volant là. Espèce parapluie signifie que si on conserve les haras, qui ont besoin de grandes surfaces de forêt pour vivre, en même temps, on sauvegarde toute une série d'autres espèces. Les autres perroquets, les toucans et tous les oiseaux qui vivent ici. Alors que les haras repartent en quête de nourriture, tout alentour, la forêt bruisse de mille et un sons. Le Picouantou tambourine sur ses arbres favoris pour marquer son territoire et signaler sa présence à sa partenaire. Les colibris, eux, font délicatement vibrer l'air alentour des fleurs dont ils viennent prendre le nectar pour se nourrir. Et enfin, un son énorme laisse penser qu'on va finalement rencontrer le jaguar. Mais ce sont les singes hurleurs, le mammifère terrestre au cri le plus puissant, qui porte jusqu'à 9 km. Au bout du chemin, je retrouve le photographe Martin Steenhout. Après plusieurs années de recherche, ces pièges caméra ont enregistré des centaines d'images. Toujours une petite tension. Je sens que t'es quand même excité, tu te dis... Ah oui, évidemment. Ok. On se dit toujours, qu'est-ce qu'il va y avoir sur la caméra? Ouais. Bah, malheureusement, voilà. Donc, comme tu vois, cette nuit, il n'y a rien eu. Ouais. Là, t'as rien, mais t'as déjà eu des résultats. Tu sais qu'il y a des jaguars et des pumas par ici. Alors ici, c'est quand même impressionnant, toutes les espèces de chats qu'il y a. Il y a le chat marguet, il y a l'oslo,
le puma, le jaguar. On a eu à un certain moment, sur le même endroit, un chemin comme celui-ci, on a eu un puma et un jaguar qui sont passés au même endroit avec 2 heures d'écart. Ouais. C'est quand même étonnant. Donc tu sais qu'ils sont là. On sait qu'ils sont là, tout à fait. Mais voilà, la quête continue. Et l'objectif, un jour, ne pas avoir seulement le piège caméra, mais prendre la photo toi-même. Oui, tout à fait, on espère. Et si jamais tu ne le vois jamais? Bah, écoute, c'est comme ça, il y a des animaux qui restent cachés, qui restent secrets dans la jungle, il faut respecter ça, mais du coup c'est pas grave parce que cette forêt est tellement riche et dense avec plein d'autres animaux comme des colibris, des frégates, des amphibiens, des reptiles, plein d'autres mammifères, donc on s'ennuie jamais. C'est la forêt du jaguar, même si la plupart des visiteurs ne l'apercevront jamais. Paradoxalement, ce grand prédateur semble davantage protéger les autres espèces qui ne les chassent. Car tout autour courent les fourmis, bondissent les grenouilles, glapissent les renards et vrombissent les colibris. La jungle et les côtes guatémaltèques offrent un spectacle extraordinaire, avec l'espoir que notre espèce puisse encore longtemps le partager et le protéger. C'est avec cette vue fabuleuse à 360 degrés et la tête véritablement dans la canopée que se termine cet épisode du Jardin extraordinaire à la découverte du Guatemala et de ses merveilles. On a vu qu'ici, à 9000 km de chez nous, eh bien, non seulement il y a des trésors de la nature, petits et un petit peu plus grands, mais aussi des guides excellents pour nous les faire découvrir. Et c'est exactement ce qu'on vous souhaite quand vous allez dans la nature, c'est de partager vos connaissances ou de partager les connaissances de ceux qui protègent et connaissent notre belle planète. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, ou quand vous voulez sur Ovio, pour de nouveaux épisodes du Jardin extraordinaire. Merci de nous suivre. À bientôt.